Donc là, on va sur la ferme de Claire et Gaëtan Lecoq, le GAEC de la Tindière, sur un site où ils font que du légume en 100% vente directe, 100% AMAP. Il y a un peu deux types d'itinéraires techniques chez Claire et Gaëtan. Il y en a une partie avec travail du sol et une partie sans travail du sol. Et c'est dans ce cadre-là qu'il était dans le projet Persiste. L'idée, c'était de voir s'il y avait possibilité de généraliser certains itinéraires techniques sans travail du sol, quoi. Et hop. Voilà, c'est une ferme sur des sols très sableux. On est sur un secteur là ici sur Nord-sur-Erdre où il y a du légume, il y a des légumiers conventionnels aussi d'installer parce qu'on est sur des sols avec des bons potentiels agronomiques quand même, quoi. Des sols légers, très faciles à travailler, avec les problématiques de pollution de l'eau qu'il peut y avoir, puisque là il y a une nappe d'eau potable sur Nord-sur-Erdre qui est entre autres polluée par les phytos. Et l'agriculture conventionnelle est un peu remise en question sur ces questions-là, quoi. Donc on arrive là. Il y a... Hop. Gaëtan ? Claire ? Il y a quelqu'un ? Salut Gaëtan. Salut, ça va bien ? Oui. Merci. Très bien. On a un bon début de saison, ça y est, ça commence à sentir le printemps là. Ouais, bah ça donne envie d'être dans les champs là. On va aller voir tout ça. Est-ce que tu peux du coup nous présenter un petit peu la ferme dans sa globalité Donc moi c'est Gaëtan Lecoq. Je me suis installé il y a 17 ans sur la ferme de la Tindière. C'était une création totale, il n'y avait pas de maraîchage ici. C'était la parcelle qu'on a pu reprendre, elle appartenait à mes parents, mais il la louait à des agriculteurs voisins, plutôt en mode très intensif, avec une belle rotation maïs en silage et légumes d'industrie, en conventionnel bien sûr. Du coup ça a été le plaisir du début de sortir la parcelle de 5 hectares de leur empire conventionnel, quoi. J'étais tout seul au début, mais très rapidement rejoint par ma femme. Et aujourd'hui, donc sur cette ferme de un peu plus de 5 hectares, on est 3,5 à travailler. Alors le demi, c'est un saisonnier qui est là 6 mois par an à la belle saison. On a 2 hectares de légumes en plein champ et puis 2500 mètres carrés de prunelles. La particularité de la ferme, c'est un peu sa commercialisation qui est 100% AMAP, en dehors de 2 restaurants qu'on livre. Ça nous fait 140 paniers de légumes assez conséquents, c'est des paniers à 22 € qu'on livre toutes les semaines sur 3 AMAP différentes. La ferme, nous, on est sur un chiffre d'affaires de 160 000 € par an. Au niveau des investissements, la majorité est amortie aujourd'hui. Il reste des renouvellements de camions et c'est à peu près tout. Donc là, c'est relativement léger. Et en termes de revenus, je vais donner les chiffres, mais j'apporterai une nuance parce qu'en fait, des revenus d'agriculteurs, ça veut tout et rien dire. Par exemple, nous, sur les 3 premières années d'installation, on se dégageait 200 ou 300 € par mois. Et du coup, tout le monde disait dans nos familles, c'est quand même pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Mais en fait, que la ferme capitalisait. Et nous, on a souhaité avoir assez vite une trésorerie pour pouvoir enquiller des coûts un peu plus durs. Et aujourd'hui, notre salaire, donc, il faut aussi rajouter le crédit d'impôt bio qui n'existera probablement pas encore pendant 10 ans, mais aujourd'hui il existe et du coup ce qui gonfle quand même pas mal nos salaires. Mais la ferme aujourd'hui nous permet de dégager tranquillement 1400 € par mois chacun. Ouais. Donc là on va traverser le chemin sous les chênes pour rentrer dans la parcelle. Donc là, c'est une parcelle de 5 hectares vraiment d'un seul bloc. Le plein champ est encore pas mal vide. Ouais, tu dis vide, mais il y a quand même une couverture. Vide de légumes, mais les couverts prennent la place quand même. On dit vide, c'est vide de légumes, oui, on essaye de couvrir au maximum à l'automne la place libre par des engrais verts. Cette année, avec les pluies qui sont arrivées vite et fort, dès la fin septembre, on en a mis un peu moins qu'on aurait voulu, parce que l'idée, c'est pas non plus d'aller mettre un engrais vert si c'est pour abîmer la structure du sol.
Mais oui, tous les hivers, normalement, ça fait un peu plus de la moitié du champ qui est en engrais vert. Et puis l'autre moitié, c'est les légumes sur pied pour tout l'hiver, les poireaux, les choux, les carottes. Alors le choix d'engrais vert, il est assez classique, mais on a quand même choisi quelque chose d'assez diversifié. C'est une base de légumineuses avec de la vesse, du pois, de la févrole et du trèfle incarnat. Et puis à 40% de céréales, c'est du seigle et de l'avoine. Et en diversifiant comme ça les variétés, ça fait que chaque année, l'engrais vert réussit à s'implanter correctement et c'est pas forcément toujours les mêmes variétés qui s'en tirent le mieux. Donc là, cette année, avec l'automne humide, oui, c'est le pois qui a le plus pâti des conditions climatiques. Et du coup, tu as aussi une gestion des couverts sous tunnel, quoi, qui est assez poussée. Alors, c'est pas forcément les mêmes mélanges que tu mets, mais enfin, on t'en parlera peut-être un peu plus précisément tout à l'heure quand on sera dans le tunnel. Mais ouais, bah alors ça va nous amener à parler de l'intégration du non-travail du sol sur la ferme. En fait, au début, on était à 100% travail du sol, alors quand même avec une attention à pas non plus trop maltraiter le sol. On n'a jamais labouré, ce genre de pratique, on s'y est jamais mis. Mais dès le début, on a eu aussi envie de tester des pratiques alternatives. On a commencé par le BRF, on a essayé des semis de seed ball sous ou sur paillage organique. Enfin voilà, on tâtonnait, il n'y avait jamais rien eu de très très concluant. Et on avait quand même vraiment envie de tester le non-travail du sol. Mais on avait un peu de crainte par rapport à la composition et le remplissage de nos paniers. Du coup, pour vraiment pouvoir le tester, on a décidé, c'était en 2017, d'acheter 1000 m² de tunnel qui était vraiment dédié au non-travail du sol. Donc ces tunnels-là, qu'on a montés sur l'année 2018, n'ont jamais, en dehors de la phase d'implantation, n'ont jamais connu le passage du tracteur. Et pour revenir sur la gestion des engrais verts, sous tunnel, avant on avait donc 1500 m² de tunnel, ce qui était un peu juste. Et il y avait assez peu d'engrais verts, ce qui nous chagrinait aussi. De rajouter ces 1000 m² là, ça a permis d'assouplir les rotations d'une manière générale. Et on a souhaité mettre en place un non-travail du sol avec pas mal d'engrais verts. Ce qui fait qu'en pratique, sur une rotation de 4 ans, il y a 3 années sur 4 un engrais vert. Ouais, ce qui sous tunnel est déjà un bon rythme d'implantation, quoi. Sous tunnel, oui, c'est sûr. En général, l'engrais vert, ça prend la place des cultures. Et en général, c'est pas évident d'en intégrer autant. En fait, vraiment pour être précis, quand on s'est lancé quand on a voulu tester le non-travail du sol, on a mis en place 2 modalités de non-travail du sol différentes. Dans nos anciens tunnels, sur les 1500 m² préexistants, on a dédié un quart des surfaces de ces tunnels-là au non-travail du sol, avec une approche avec beaucoup d'apports de matière organique extérieure, de la paille, du foin, de l'herbe de tonte, du fumier pailleux. En fait, c'était un peu à l'opportunité. Et puis ces planches-là, donc ça fait une planche sur 4 dans chacune des serres. Et ces planches-là reçoivent aussi tous les résidus de culture de la serre. Donc quand c'est une serre de courgettes, ça fait qu'on a un énorme paillage de courgettes fraîches qui arrive sur la planche. Donc ça, c'est une première modalité qu'on a mis en place. Et la deuxième modalité dans les 1000 m² de tunnel neuf était là sans apport de matière organique extérieure à la serre, juste les résidus de culture et des engrais verts, mais du coup un maximum d'engrais verts. Du coup, on peut se rapprocher des tunnels dans lesquels ont eu lieu le projet Persiste. Les choix, d'une manière générale, ils sont assez pragmatiques, mais avec quand même une envie de faire mieux. Typiquement sur le non-travail, il y avait en premier lieu un aspect fonctionnement des sols, biodiversité des sols. Sur le sol, par exemple les lézards qu'on a beaucoup chez nous, ou dans le sol, tout ce qui est microfaune, bactéries, champignons. Et puis bien entendu également s'affranchir au maximum des énergies fossiles. Donc le non-travail du sol, il répond quand même pas mal à ça. Même s'il faut bien avouer que la consommation de carburant du tracteur, c'est pas le poste principal de la ferme, entre toutes les bâches qu'on peut utiliser ou la commercialisation, où on fait rouler des camions toutes les semaines. Mais bon, c'est déjà un premier point. Et puis oui, en partant du postulat qu'on allait vers le mieux, forcément, pour le sol. Et c'est là où on n'en est pas si sûr.
mais c'était aussi ça, ouais, dans la volonté du départ, essayer d'aller le plus possible vers un système respectueux. Et là, on n'a pas tiré de conclusion ferme et définitive. Donc là, sur la droite, on a les premiers tunnels montés dans lesquels il y a un type de rotation et dans lequel il y a le premier système que tu disais sans travail du sol, quoi, avec une planche qui est dédiée à la récupération des matières organiques. Et là, on a du coup les tunnels, la deuxième système ou avec non travail du sol intégral, quoi. Tout à fait. On peut aller jeter un coup d'œil à la modalité apport organique massif. Pour que ça illustre bien, là, on voit le gros ondin de courgettes qui a été déposé à la fin de l'été dernier. Alors, lui, il est tellement conséquent, on ne peut rien implanter pendant quelques mois. Là, donc, les courgettes ont quand même perdu leur volume, même s'il reste encore un mulch d'une vingtaine de centimètres d'épaisseur. Mais il s'est décomposé un peu par-dessous et là, on va planter des brocolis la semaine prochaine dans ce résidu de courgettes. Donc là, l'avantage de cette modalité-là, c'est qu'il n'y a besoin d'aucune fertilisation, pas de bouchon. Les résidus de culture sont largement suffisants à nourrir même des cultures très gourmandes. Ok, donc là, tous tes pieds de courgettes qui étaient sur les 3 planches de droite ont atterri sur la planche de gauche. Exactement, c'est ça. Ça a été bâché après ou ça reste comme ça, quoi. Ça sèche en surface, quoi. C'est resté comme ça tout l'hiver. Alors après les courgettes, on plante rien dans l'immédiat. Là, on va aller voir après les melons. Les melons, c'est pareil, ça fait un joli mulch, mais on arrive quand même à implanter un mois et demi après l'arrachage des cultures. Donc là, c'est ce qu'on voit là. C'est la planche qui est là, quoi. Épinards et un peu de céleri branche. Et donc ton paillage de mulch, ton mulch de déchets de culture, il sert aussi de paillage. Il n'y a pas de paillage plastique remis par-dessus du coup. Oui, quoi. C'est du 2 en 1, oui. Ouais. Ça fait effectivement les deux. Oui, il n'y a pas de problème d'enherbement. Donc là, dans ces serres-là, ce qui est assez frappant, c'est le contraste entre planches travaillées et planches en non-travail où alors déjà, elles ont pris un peu de hauteur du fait de l'accumulation de matière organique. Et puis là, ça permet vraiment de comparer finement entre travail du sol et non-travail du sol, parce qu'on est dans la même serre, souvent ça va être les mêmes variétés côte à côte. Pour résumer vite fait, on constate une grosse fertilité sur ces planches en non-travail du sol du fait de ces apports de matière organique conséquents et tout ce qui est cucurbitacées, donc melons et courgettes, c'est quand même très riche. Donc une très bonne fertilité. Et par contre, à cause de l'épaisseur de mulch, une reprise au printemps, un réchauffement du sol un peu plus long. Ça, on le ressent paradoxalement, on ne le ressent pas trop sur les cultures, là comme les épinards, ils se sont très très bien implantés. C'est plutôt sur les cultures estivales, les tomates, les courgettes, les melons. Donc là sur les 2 planches voisines, il va y avoir un décalage de 2-3 semaines. Autant sur la vitesse d'implantation de la culture que sur après la fructification. Mais par contre, on a des cultures qui sont beaucoup plus endurantes. Alors sans doute liées déjà à une nutrition conséquente. Et puis, on peut imaginer que vu que la culture prend vraiment son temps pour s'implanter, prend son temps pour fleurir, fructifier, elle ne s'épuise pas dès le début et elle peut pousser beaucoup plus loin. Et là, sur une serre de melons ou de courgettes par exemple, ou de tomates, c'est pareil, sur des cycles assez longs comme ça, en fin de saison, on voit vraiment les 3 planches en travail du sol qui ont déjà bien produit mais qui commencent à patiner, et à côté la culture en travail du sol qui reste vraiment vigoureuse pendant au moins un mois en plus. Ouais. Donc maintenant on peut aller jeter un coup d'œil dans les serres 100% non travail du sol. La rotation sur les 4-50 persistes, il y avait une rotation, tu l'as à peu près en tête, hein? Alors là tu m'en demandes beaucoup. On avait commencé par la première année, c'était des tomates. Après les tomates, nous avons l'ail qui arrive, qui est suivi par donc on a un engrais vert, donc un engrais vert estival directement après l'ail, qui lui est succédé par une culture de bête à l'automne. Et là on se suit directement sur une culture de melon. Là nous avons le 2e engrais vert de la rotation. Cette fois-ci c'est un engrais vert hivernal. Et ensuite nous partons sur une salade, à nouveau un engrais vert, une culture d'épinards, et puis pour finir par retomber sur les tomates.
Pour revenir sur la mise en place de ces 1000 m² de tunnels neufs 100% non-travail du sol, le non-travail du sol, on ne l'a pas inventé comme ça. Alors déjà, tout le monde commençait à un peu en parler, mais dans le coin, il n'y avait pas grand monde qui pratiquait chez les maraîchers. On avait un seul exemple sur la commune de Pansé, et leur retour d'expérience, c'était que les premières années étaient un peu compliquées en termes de fertilité. Et que leur sol avait mis, je me souviens plus trop, mais peut-être 3 ou 4 ans à vraiment s'adapter et à retrouver une fertilité. Donc nous on s'est dit qu'on ne voulait pas passer par ces 3 ou 4 années-là et qu'on allait vraiment soigner la mise en place de ces serres-là à l'origine. Alors déjà on a choisi un endroit où on avait une prairie qui avait une dizaine d'années. Donc c'était un sol qui n'avait jamais connu de culture maraîchère et qui avait donc une belle prairie. On a fait un apport assez massif, ou même très massif, de carbonate grossier sur cette prairie. On a mis 15 tonnes hectares de carbonate 0,8 mm de diamètre. Parce que chez nous, on a quand même un problème d'acidité des sols. On est sur des sols sableux, lessivants et avec des pH très bas à l'état naturel. Donc on a commencé par cet apport massif de carbonate et après, le seul passage de tracteur dans les serres, ça a été le rotavateur pour casser la prairie. Et après, on a formé nos planches. On a mis des cordeaux et puis on a creusé un peu les passe-pieds pour faire des planches légèrement surélevées, pour bien les matérialiser sur le terrain et ce qui évite de trop les piétiner, de trop marcher dessus. Et donc une fois qu'on a fait ce passage de rota, on a fait un apport là encore massif de matière organique. On a mis 60 tonnes hectares d'un mélange de paille, de fumier et puis on avait un vieux tas de résidus de culture accumulés depuis 10 ans dans un coin du champ. On a mélangé tout ça, on l'a endainé et puis refait composter un peu et donc on a apporté ces 60 tonnes hectares sur les planches, on a donné un deuxième coup de rota pour intégrer ça et puis après on est parti sur un engrais vert de 6 mois avant de planter la première culture. Et alors effectivement, alors déjà on a des sols complètement différents de nos collègues qui ont des sols plutôt lourds et qui vont prendre en masse. Nous c'est des sols légers qui restent plutôt respirants. Et on n'a pas du tout constaté de baisse de rendement. Où dès le début ça a été très productif. Toi, qu'est-ce qui t'a motivé un petit peu à rentrer dans ce projet Persiste ? Est-ce que c'est l'approche travail du sol, l'approche un peu pénibilité aussi ? Alors nous, en premier lieu, ce qui nous a motivés, c'est qu'on avait déjà lancé depuis 2-3 ans toutes ces démarches de non-travail du sol. Et on avait juste notre regard un peu empirique et de comment se comportaient les cultures, mais on ne faisait pas d'analyse de sol. Et ça, c'est vraiment ce qui a été chouette avec Persiste, c'est que ça nous a amené déjà pas mal de diversité en termes d'analyse de sol, un bon suivi, et puis en plus les échanges avec le technicien du GAB, Maxime à l'époque, toi maintenant Luc, et ces deux volets-là, c'est vraiment ce qui nous a motivés, puisque les pratiques, on les avait déjà mises en place. Sur les analyses, moi je suis arrivé du coup sur la fin du projet. Moi j'ai l'impression qu'on était sur un sol où il y avait déjà donc un bon bagage, j'ai envie de dire, en termes de matière organique relativement stable dans le sol, quoi. Moi j'avais l'impression qu'à travers cette dynamique d'implantation régulière d'engrais verts, c'est aussi de ramener de la matière fraîche qui permette un petit peu de bien lancer la vie du sol, de bien permettre la digestion de toute cette matière organique qui était aussi un certain cumul dans le sol. Effectivement, on avait fait, quand on s'est installé, donc il y a 17 ans, on avait fait des analyses érodies avec le GAB et qui avaient effectivement montré différentes problématiques sur nos sols. Et en premier lieu, une accumulation de matière organique très stable, qu'il appelle de la nini, et qui vient un peu engorger les sols. Et du coup, ça c'est une de nos problématiques. Et le non-travail du sol, on ne savait pas s'il allait accentuer cette problématique-là ou pas, puisque alors là, dans ces serres-là, on ne ramène pas de matière organique extérieure, mais ça fait quand même on travaille que par mulch, il n'y a jamais rien incorporé, et donc on n'incorpore pas vraiment de matière organique fraîche dans le sol. La vie du sol le fait, mais à une toute autre échelle qu'un travail du sol.
Et du coup, ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, la teneur en matière organique du sol, elle a bondi. Parce qu'au début, on était à 2% de matière organique totale. Et aujourd'hui, on est entre 6 et 7%. Donc ça fait une évolution énorme, ce qui n'est pas non plus étonnant, vu les apports et les engrais verts. Et par contre, concernant la Nini, le taux reste stable. Et de toute manière, a priori, d'après Yves Rodi au début, ce qu'il expliquait, c'est que cette Nini, elle avait une présence plutôt quasiment géologique. Et ce qui pourrait s'expliquer chez nous, parce que sur nos terrains lessivants très acides, c'était des landes dans le temps avant l'arrivée du cholage. Et du coup, ce seraient toutes ces bruyères et ces ajoncs qui seraient limite fossilisés dans le sol. Et donc là, on aura sans doute beaucoup de mal à jouer sur cette matière organique trop stable. Oui, c'est effectivement, je pense, des matières organiques qui sont, alors peut-être pas fossilisées, mais effectivement qui sont ancestrales et qui sont centenaires dans le sol, quoi. Et voilà, pour moi, le fait d'avoir des apports qui soient essentiellement des apports alors même s'ils ne sont pas enfouis, mais de matière fraîche via les engrais verts, quoi, ça peut permettre de ramener justement l'énergie à la vie du sol, d'un petit peu aussi commencer à attaquer Alors là, c'est une grande question à laquelle je pense pas que les analyses persistent aient pu répondre. Est-ce qu'effectivement, d'enfouir ta matière organique et là vraiment d'avoir un boom bactérien, enfin de vie du sol, comme ce qu'on fait en travail du sol, là je pense qu'effectivement on apporte vraiment la matière organique fraîche dans le sol. Là, en travail du sol, l'engrais vert, finalement, on va le rouler vivant, on va le bâcher pour le tuer, et il va rester en surface. Mais très vite, il va sécher, il se modifie en fait. Et la vie du sol va mettre plusieurs mois en fait à l'intégrer. Et est-ce que là, on peut encore vraiment parler de matière organique fraîche ? Là, je n'ai pas la réponse. Je voulais en venir là justement un petit peu sur, on a parlé tout à l'heure donc des couverts dans ton itinéraire assez régulier qui viennent sous tunnel. Ta méthode, j'allais dire, déjà implantation, destruction, mais aussi le calcul de qu'est-ce que je mets comme type d'engrais vert, comme mélange en fonction du temps que j'ai de disponible entre les deux cultures, hein, et de la saison à laquelle je me situe. Qu'est-ce que toi, comment tu gères et comment tu calcules ça un petit peu ? Alors pour commencer par l'implantation, dans tous les cas, quel que soit le type d'engrais vert, vu qu'il n'y a pas de passage de tracteur, c'est un semis à la volée. Donc on sème l'engrais vert directement dans le résidu de culture précédent en général, et on passe un rouleau lisse métallique pour faire tomber les graines à travers le paillage et qu'elles se retrouvent dans des conditions propices à leur germination. Il faut soigner quand même particulièrement l'arrosage au début parce que les graines étant en surface, il faut qu'elles puissent envoyer leur radicelle dans le sol. Et puis donc la destruction se fait par... on écrase l'engrais vert avec un rouleau et on le bâche. Voilà. Et pour ce qui est de la composition, c'est pas très compliqué. En fait, sur un engrais vert hivernal, on va mettre le même mélange qu'en plein champ. Donc une base de céréales avec des légumineuses type févrole. Et sur un engrais vert estival qui va être sur une durée d'implantation beaucoup plus courte, on va privilégier des espèces qui développent beaucoup de biomasse. Et là, typiquement, c'est le sorgho, éventuellement le sarrasin, mais c'est ce genre de culture qu'on va utiliser. Qui, en 2 mois, vont avoir fait un bel engrais vert qu'on peut à nouveau occulter et repartir finalement assez rapidement sur un nouveau légume. Et que tu arrives à détruire assez facilement, oui, les passages de rouleau suffisent pour du sorgho, par exemple. Là, on va parler un peu pénibilité. Le gros impact pénibilité des engrais verts, c'est ce passage de rouleau. Et quand on est sur un sorgho qui mesure 1,50 m de haut, qui fait 40 degrés dans la serre parce qu'on est mi-août, c'est une bonne suée là, d'aller rouler l'engrais vert. Mais par contre, une fois qu'il est roulé, du sorgho, c'est assez ligneux. Un seul passage de rouleau va le coucher complètement. On pose une bâche d'occultation qui est micro-perforée. On fait une aspersion. Donc il y a de l'humidité qui va venir entre la bâche et le sol, donc en plein dans l'engrais vert. Et là, avec les chaleurs estivales, en 2 semaines, 3 semaines, si c'est un peu nuageux, le sorgho est mort, y compris son système racinaire. Il n'y a jamais de problème de repousse. Okay. Donc ça te permet ensuite d'enchaîner avec, là dans le cadre de Persis, avec une culture de blette en plantation assez rapidement derrière, quoi. Ouais, c'est ça.
est-ce que dans le cadre de Persiste, là, il y a un des itinéraires qui t'a paru, toi, plus facile ou plus fastidieux à gérer au regard du non-travail du sol? Est-ce qu'il y a des... Oui, là, la réponse, nous, on a tranché assez vite. On n'a jamais été réellement satisfait par les semis de petites graines en non-travail du sol. Du coup, on a essayé pendant 2 ans. On n'a pas persévéré beaucoup plus longtemps. Parce que là, encore, en termes de pénibilité, faire un beau semis de mâches, de radis ou de carottes dans les résidus de culture, sur un sol irrégulier, à la fois en termes de texture et aussi de topographie, avec les nids de mulot, les zones un peu piétinées, le sol n'est pas vraiment plane. Et du coup, pour réussir à faire des semis à peu près corrects, il fallait enlever le paillage organique, le mettre dans les passe-pieds. Donc ça, on le faisait avec un râteau. Et après, ratisser à la main la planche pour essayer de l'aplanir, pour ensuite pouvoir semer. Avec des résultats corrects, mais sans plus au regard de ce qu'on fait en sol travaillé. Donc on a décidé de ne pas insister. On se disait peut-être qu'un jour, un semoir magique nous tomberait dans les bras. Ça existe peut-être, mais on ne l'a pas trouvé, nous, en tous les cas. Donc on a fait 2 rotations. Il y a vraiment une rotation qui comprend des cultures semées dans les planches, dans les zones travaillées. Et les planches en non-travail du sol, ce ne sont que des cultures plantées ou alors des semis directs de grosses graines, genre de la courgette ou du melon, mais où là, c'est la main qui fait office de semoir. C'est vrai que nous, le projet Persiste, il est arrivé à un moment où on était installé depuis plus de 10 ans. Et au cours des 10 premières années, on a toujours cherché déjà les surfaces ont un peu augmenté. Et on a cherché à augmenter la diversité. On ne regardait pas trop le temps de travail, ni la pénibilité. Et Persiste est arrivé à un moment où on commençait à avoir pris un peu d'âge. Et on s'est dit, il faut qu'on raisonne les choses, autrement on tiendra pas jusqu'au bout. Donc on a fait le choix déjà on a enlevé quelques cultures qui étaient plus fatigantes que d'autres ou plus chronophages comme les tomates cerises ou les endives. Et puis on n'insiste plus sur si c'est pas efficace, trop fatigant, on essaye de pas trop insister. Est-ce qu'on peut soulever les bâches un peu pour voir ce qu'il y a au pied de l'ail là? Alors on peut soulever sous les bâches sur lesquelles pousse l'ail, mais en fait sur notre rotation non-travail du sol, qui était censé être un non-travail strict au début, on a quand même décidé de faire un passage de grelinette une fois dans la rotation. Et probablement une seule fois parce que physiquement c'est pareil, c'est pas ce qui est le plus passionnant de passer une serre entière à la grelinette. Mais voilà, là donc cette serre-là est passée à la grelinette l'automne dernier, ce qui fait que on le voit d'ailleurs sur l'entrée de serre, ça a un peu incorporé le paillage et les résidus de culture dans le sol. Donc là le sol n'est pas vraiment typique de cette pratique de non-travail du sol. On le verra mieux à côté. On peut aller voir la culture de marche dans la serre voisine. Donc là, on voit bien que contrairement aux modalités non-travail du sol avec beaucoup d'apports organiques extérieurs, ici la couche de matière organique elle fait même pas 1 centimètre d'épaisseur. Là, ce qu'on voit, c'est l'engrais vert de l'été dernier qui s'est déjà bien décomposé, et puis on aperçoit quelques tiges d'épinards d'il y a 1 an et demi. Donc ça fait quand même un sol qui a un léger paillage, mais on aperçoit la terre, et donc la terre se réchauffe aussi plus vite que s'il y avait 20 cm de paillage dessus, quoi. Et alors là, cette serre-là, elle a été arrosée hier. C'est pour ça que... Oui, il y a de la fraîcheur, on voit bien. C'est pour ça que c'est aussi frais, mais c'est quand même assez symptomatique. Nous, on a vraiment l'impression qu'en non-travail du sol, l'eau, elle file. Je pense qu'il y a une capillarité qui a dû se mettre en place. Mais là, on a mis 25 mm d'eau hier après-midi. Et on peut toucher le sol. Il est complètement ressuyer, quoi. Et alors ça nous amène à un des rares inconvénients du non-travail du sol, chez nous en tous les cas, c'est des besoins en eau nettement supérieurs sur la phase d'implantation des cultures.
Une fois que la culture est bien implantée, elle va aller retrouver cette humidité en profondeur. Mais on va dire les 2-3 premières semaines qui suivent l'implantation, il faut vraiment veiller à l'arrosage. Et il y a 2 raisons à ça. Il y a déjà ce côté sol qui ressuie très vite. Mais il y a aussi, je pense, une plantation dans un sol travaillé. Le contact terre affinée et motte de légumes, c'est vraiment lié. Alors quand on travaille du sol, il va toujours y avoir quelques résidus de culture, quelques débris organiques entre la motte et la terre. Et puis la qualité de la plantation, vu que le sol est quand même un peu plus dur en surface, va pas être la même. Donc tout ça, ça fait que sur les 2-3 premières semaines, on arrose entre 2 et 3 fois plus qu'en sol travaillé. Et après, ça se rééquilibre sur la suite de la culture. Pour revenir à l'implantation du non-travail de sol chez nous, l'idée c'était on s'était dit on teste donc ces 2 modalités de non-travail du sol pendant 5 ans et au bout de 5 ans on tire des conclusions. Soit on généralise le non-travail du sol, une approche ou l'autre, ou soit on abandonne le non-travail du sol parce que ça ne nous aura pas satisfait. Au bout de 5 ans on s'est dit non, en fait on garde les 2 modalités comme on fait depuis plusieurs années. C'est-à-dire 60% des surfaces sous serre en non-travail, 40% en travail. Et en fait, ça permet les 2 systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le non-travail du sol marche très très bien en termes de fertilité. Par contre, on a été un peu déçus sur ce qui est résultat sur la structure du sol. Il ne s'est pas plus agrégé, on reste sur un sol très friable, très peu structuré. Donc ça n'a pas été la révolution. Peut-être que le point positif qui nous fait le plus plaisir, c'est l'explosion de vie dans les serres, en particulier les lézards et les couleuvres. Et également, ça nous arrive de voir des belettes, des animaux comme ça. C'est vrai que ça, en serre travaillée, c'est beaucoup moins le cas. Mais voilà, on s'est dit on va garder les 2 systèmes, d'autant plus qu'en termes de pénibilité, le non-travail du sol, c'est pas la même pénibilité qu'en travail du sol, mais je dirais pas qu'il y a un système qui dégage vraiment un gain par rapport à ça. En non-travail du sol, l'aspect gestion des engrais verts, c'est comme une charge de travail en plus. Et puis il y a aussi quand même le fait de planter. Là, la culture de mâche qu'on a devant nous, c'est 2000 mottes. Et quand il faut planter 2000 mottes dans un sol un peu dur, le bout des doigts il peut vite fatiguer. Et ça dépend des gens, mais sur la ferme, on n'est pas tous tout à fait d'accord sur le non-travail du sol. Et du coup, le fait de garder les 2 systèmes, tout le monde est content. Les difficultés à la mise en place du non-travail du sol, on l'a abordé essentiellement sous le prisme des rendements et de la fertilité du sol. Il y a quand même une problématique ravageur qui peut apparaître. Et nous, dans nos terrains, probablement liés au fait qu'ils soient séchants et sableux, les limaces ne sont jamais un souci, ce qui est un problème dans la majorité des fermes en non-travail du sol. Par contre, nous, nos soucis, ça a été d'une part les mulots, ce qui est aussi commun à peu près tout le monde, mais également, et surtout, je dirais, les cloportes. Et là, de manière très surprenante, on ne s'attendait pas du tout à ça, mais en fait, les litières de matière organique ont favorisé les populations de cloportes, ce qui a du coup favorisé les populations de lézards. Donc tout ça, on en était très contents. Mais en fait, on s'est rendu compte très vite. Au début, on ne comprenait pas trop ce qui se passait à nos légumes. Mais avec les cloportes, ils ne sont pas du tout détritivores stricts et qui peuvent carrément aller consommer des légumes. Et au début, avant que les lézards ne viennent aussi nombreux qu'aujourd'hui, on a eu des séries entières d'épinards complètement broutés au stade plantule, des tomates. Les cloportes, alors c'est pareil, on a été voir la nuit, on s'est rendu compte que les cloportes grimpaient sur les pieds de tomates, allaient manger les fruits, et en plein jour, on ne les voyait pas, on voyait juste les tomates, ça fait des toutes petites morsures, mais tellement nombreuses que ça se voit bien. Et puis le pire, c'est les melons. Les 2 premières années de non-travail du sol, culture de melons sans récolte, parce que le cloporte adore l'épiderme du fruit de melon, et du coup,
il se cale sous le melon, entre le sol et le melon. Il le grignote sans qu'on se rende compte de rien. Mais assez vite, il a fini de manger l'écorce et il arrive dans le fruit. Puis là, le fruit pourrit très vite. Et ça nous a bien questionné. On s'est vraiment posé la question de est-ce qu'on allait continuer le non-travail du sol à cause des mulots et des cloportes. Parce que les mulots aussi ont été très problématiques au début. Et finalement, je ne sais pas si c'est les lézards pour les cloportes ou si c'est des cycles pluriannuels, mais en tous les cas, fait être constater qu'on est beaucoup moins embêté à la fois par les cloportes et les mulots. Donc c'est un problème qui est peut-être en passe d'être réglé. Et sur la partie rongeur, l'équilibre est beaucoup plus compliqué à trouver parce que même si ici on est entouré de vieilles haies, il y a des arbres têtards, on a du cresserelle, des chouettes effraies et hulottes qui nichent vraiment autour du champ. Et voilà, de toute façon, si c'est une année où il doit y avoir un pic de campagnol, il y aura le pic de campagnol. Et ça, c'est vrai que c'est aussi rentré en ligne de compte pour généraliser ou pas le non-travail du sol, parce que le poison, d'une, c'est interdit en bio, et puis en plus, voilà, pour nos rapaces, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui on fait par piégeage. Mais le piégeage, alors déjà sur 1000 m², il faut y aller tous les jours, quoi. Et le généraliser à l'ensemble de la ferme, ça nous semble aussi une difficulté. Et c'est vrai que le travail du sol a quand même l'intérêt de détruire les galeries des campagnols et de maintenir un peu les populations sous contrôle. Pour moi, c'est ce qui est le plus compliqué à gérer en maraîchage, c'est les rongeurs. Finalement, les pucerons, les insectes, on a des techniques avec les voiles, avec des répulsifs. Sur les rongeurs, beaucoup moins. Dans Persiste, il y a quand même un peu une porte d'entrée aussi, réduction IFT, quoi. Et d'avoir des fermes qui soient capables de se passer, du cuivre, voir un peu les stratégies qui sont mises en face de ça, que ce soit les stratégies, choix variétal, gestion climatique. Si on parle traitement, dans les serres, il n'y a jamais un seul traitement. Et là, il faut y voir aussi un peu notre côté pragmatique et puis raisonner l'effort. Au début, on a essayé ça pouvait nous arriver de mettre de la bouillie bordelaise ou des puins d'ortie ou ce genre de choses. Et en fait, on s'est rendu compte au bout de quelques années à en parler avec d'autres collègues ou le technicien du GAP de l'époque, c'est qu'on ne le faisait pas assez bien pour que c'est une utilité. Et une bouillie bordelaise, par exemple, il faut la renouveler au fur et à mesure que le végétal grandit parce que les nouvelles pousses ne sont pas protégées. S'il y a eu un arrosage par aspersion de plus de 20 mm, il est lessivé. Et nous, on n'avait pas une pratique... en gros, la bouillie, on la mettait quand on y pensait, quoi. On en mettait sur une tomate, on allait en mettre 2 fois quand les premiers symptômes de mildiou étaient arrivés. Et donc du coup, sous serre, il n'y a jamais un seul traitement. Et puis d'une manière générale, sur la ferme, on a complètement arrêté le cuivre depuis 7 ou 8 ans. On aurait pu se dire, faut qu'on devienne rigoureux sur les traitements cuivre. Mais on s'est plutôt dit, vu que ça fait déjà des années où en utilisant mal le cuivre, on arrive quand même à s'en sortir, on va trouver d'autres leviers. Et typiquement, alors sur les pommes de terre ou les oignons, là, ça a été là où ça a été le plus simple parce qu'il existe aujourd'hui une gamme variétale avec des variétés très très résistantes au mildiou. Et on reviendra pas à la bouillie bordelaise puisqu'on peut s'en passer et moins travailler du coup. Est-ce que sous tunnel, tu as une gestion climatique, aération, irrigation qui est bien calée parce que justement sur les tomates par exemple, vous faites des variétés anciennes de tomates qui ne sont pas réputées pour être toujours hyper tolérantes ou hyper résistantes au mildiou. Comment vous arrivez à gérer du coup pour que ça passe sans trop de casse? Alors le mildiou, globalement, n'est vraiment pas un problème sous serre. On en a eu un peu au début parce qu'on avait commis l'erreur de mettre nos lignes de goutte à goutte sur les toiles tissées. Et du coup, ça c'était sur le conseil d'un collègue maraîcher. Mais l'avantage c'est que l'eau diffuse plus sur la toile tissée et s'infiltre sur une zone plus large. Mais par contre, ça fait qu'il y a toujours de l'humidité à stagner un peu sur la toile tissée. Et en tous les cas, on était plus embêtés par le mildiou les 2 ou 3 premières années avant de mettre les gouttes à gouttes sous les toiles tissées. Et depuis, mis à part 2024 avec la pluviométrie, on n'a jamais de mildiou globalement, où il arrive mais il arrive au mois d'octobre.
s'installe doucement, les températures sont plus fraîches et finalement n'a pas d'impact. Et une année comme cette année où il y avait une belle pression mildiou, même sous serre, on a effeuillé on s'est astreint à effeuiller les parties malades et ça, on a réussi à contrôler la maladie. Après, sur la gestion climatique, de toute manière, alors surtout en été, mais d'une manière générale, c'est aération maximale. Et c'est tout pour le mildiou. Est-ce que, donc, parce que toi là, tu as des pratiques de non-travail du sol sur des sols voilà, plutôt très sableux, très légers. Est-ce que sur d'autres types de sols, par exemple, il y a peut-être soit des mises en garde, soit des choses que tu penses qui ne seraient pas applicables ou des pistes que tu pourrais donner, je ne sais pas. Je pense que nous, on a beaucoup de facilité et d'atouts pour mettre en place du non-travail du sol, avec des sols qui prennent beaucoup moins en masse, c'est surtout ça, et qui réchauffent aussi assez vite au printemps. Après, moi, j'aime beaucoup mon sol, j'y suis attaché, je pense le connaître pas trop mal, mais j'ai grandi tout près d'ici, et j'avais un potager étant enfant, et mettre les mains dans ce sol-là, je le connais, il me parle, et je lui trouve plein de qualités. Et à l'inverse, des collègues qui vont être sur des terrains beaucoup plus lourds vont trouver que c'est un sol qui se tient pas, qu'il n'a pas de structure. Donc répondre à la question pour d'autres collègues, d'une, je connais pas assez les sols, et effectivement, d'une manière générale, on sait que sur un sol très limoneux, en non-travail du sol, il va falloir faire attention à la compaction et la prise en masse. Donc c'est des points auxquels déjà nous on fait attention, mais éviter de trop piétiner le terrain, surtout après un arrosage, quoi. Même nous, sur nos sols légers, on voit bien, si on s'amuse à marcher sur la planche directement après un arrosage, on réussit à bien le compacter, juste avec nos pieds. Mais j'ai l'impression, au bout de 7 ans en non-travail du sol, ça me fait quand même me dire qu'on flingue pas nos sols travaillés. Et c'est aussi pour ça qu'on garde les deux systèmes. Je trouve qu'un sol dans lequel on va enfouir un engrais vert, 2 mois après, il va être plein de vers de terre, il va être très grumeleux. On n'observe pas ça en non-travail du sol, vu qu'on n'incorpore pas de matière organique et d'engrais verts en particulier. Et ça c'est aussi quelque chose qu'à Montreuil persiste, il n'y a pas de vers de terre chez nous, quasiment pas. Quand on fait les tests bêches, il sortait un ver de terre, et encore en général pas très gros, pas très vigoureux, tous les 3 coups de bêche, quoi. Alors qu'en sol travaillé, on va en avoir beaucoup plus. Mais là, je pense qu'il y a aussi un biais serre. Et sous serre, on a des sols qui s'assèchent quand même beaucoup en été. Je pense que le goutte à goutte est quand même problématique pour les sols, puisqu'il humecte qu'une petite partie du terrain. Mais voilà, et le fait de ne pas enfouir de matière organique, je pense que ça joue aussi pour les vers de terre. Ouais, puis l'aspect goutte à goutte, il est aussi peut-être influencé par le fait d'avoir, pareil, sur un sol sableux, le goutte à goutte est encore plus localisé que sur des sols lourds où ça diffuse un petit peu plus. Donc effectivement, ça peut impacter sur l'aspect vie du sol un petit peu, quoi. Il faut qu'on rachète des nouveaux goutte à goutte. Là, on est à 33 cm sur le rang, et il faut qu'on achète du vin. Ça sera déjà un peu mieux. Sur ma motivation dans mon travail, je reviendrai en fait aux raisons pour lesquelles on s'est installé maraîcher bio. En fait, ma conjointe comme moi, on travaillait tous les deux dans la gestion des milieux naturels, des milieux aquatiques en particulier, sur des problématiques loutres, saumon ou frayères à brochet. Et au bout de quelques années à travailler dans ce domaine-là, on trouvait ça frustrant parce qu'en fait on passait la majorité de notre temps à courir après les subventions, et finalement on faisait pas aboutir tant que ça de projets. Et on a voulu, on s'est dit en s'installant maraîcher bio, on va être vraiment dans le concret, on va pouvoir aménager notre petit lopin de terre et essayer de le respecter au maximum et produire aussi une alimentation saine. Et ça a été vraiment ça les ressorts. Il y a des choses sur lesquelles on est très satisfait. Économiquement, ça marche. Nos produits y plaisent. La clientèle est très fidèle. Et ça, c'est une source de satisfaction énorme aussi. Il y a des Amapiens qui sont là depuis 17 ans. Et voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous importe beaucoup aussi. Mais au niveau du système de culture, ça marche, il y a plein de choses bien, et puis il y a aussi plein de compromis qu'on fait et qui des fois, on est conscient d'avoir fait des compromis, ça n'a pas toujours été facile, surtout au début, de se résoudre à utiliser des semences hybrides ou tous ces petits compromis, mais on a eu l'impression que c'était un peu une concession indispensable si on voulait
avoir un système économiquement à peu près efficace et puis réduire un peu notre temps de travail. Je pense qu'il y a autant de sols et autant de maraîchers et autant de relations sol-maraîcher. Nous, on l'a développé un peu à notre sauce. On voit des maraîchers qui fonctionnent différemment, je sais que ça marche très bien aussi. Je pense qu'effectivement, c'est une question de sensibilité avant tout. Et puis, oui, en général, éviter de se dire le sol n'est qu'un support et on peut en faire ce qu'on veut. Mais je pense qu'être maraîcher sans aimer être maraîcher, ça dure pas très très longtemps. Merci Gaëtan, on va peut-être laisser finir de charger ton camion pour la map du coup. Ok, avec plaisir. Merci pour tout, c'était agréable pour un exercice inédit.